Mes parents se sont moqués de mon entreprise de construction installée dans un garage, affirmant que je ferais faillite d'ici 6 mois. Mais lorsqu'elle a décroché un contrat de logement de 900 millions de dollars, ma sœur m'a appelé, viens à la maison à 20 h. Apporte le contrat. À mes débuts, le garage mesurait 11 pieds de large, sur 14 pieds de long. Je l'ai mesuré dès le premier matin, car le camion que j'avais loué pour transporter les cloisons sèches mesurait 13 pieds et 8 pouces, et je devais savoir s'il allait rentrer. Il est passé, avec 4 pouces de marge côté passager, et absolument rien côté conducteur. Je devais sortir en grimpant par la benne. C'était mon bureau, mon entrepôt, et ma salle de repos. Le loyer était de 4 cents par mois. Il était versé au propriétaire du magasin de pneus, situé juste devant, qui m'avait dit que je pouvais utiliser l'espace, tant que je ne bloquais pas ses clients. Le local était inondé à chaque forte pluie, environ une fois par mois. Je gardais une raclette et un seau près de la porte, car la bouche d'égout se trouvait à 2 pouces au-dessus du niveau du sol, du côté haie. Personne ne l'avait conçu de cette façon. Personne ne l'avait conçu du tout. Les murs étaient tantôt ondulés. Ils craquaient et cliquetaient, lorsque le soleil de l'après-midi tapait dessus. Et en décembre, le froid s'infiltrait si vite, que je pouvais voir mon haleine dès 7 h du matin. Ma mère est passée devant une fois, au cours de la première semaine. Elle a ralenti, juste assez longtemps pour regarder à travers son pare-brise, fixant l'enseigne peinte à la main que j'avais clouée au-dessus de la porte de garage. Puis, elle a continué sa route. Elle ne s'est jamais arrêtée. En 8 ans, aucun de mes parents n'a jamais franchi cette porte. Je m'appelle Marin Voss. J'ai 34 ans. Je possède une entreprise de construction, qui emploie 140 personnes. Il y a 2 semaines, nous avons obtenu le rôle d'entrepreneur général principal, sur un projet de logements abordables en plusieurs phases de 900 millions de dollars. C'est le plus gros contrat de travaux publics, de toute l'histoire du comté. L'annonce a été publiée dans le journal économique, un mardi. Dès le jeudi, ma sœur, Adrienne, m'a appelé pour la première fois en 5 mois, et a prononcé 7 mots, viens à la maison jeudi à 20 h. Apporte le contrat. Elle n'a pas dit, félicitations. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit, apporte le contrat. De la même manière que l'on vous demande d'apporter un plat pour un repas partagé, comme si cela lui appartenait déjà un peu. Comme si ces 900 millions avaient une place à table, et qu'elle dressait le couvert pour eux. Mais je dois remonter 8 ans en arrière. Car l'histoire de ce contrat commence autour d'une table de cuisine, qui n'a rien à voir avec la construction, mais tout à voir avec ce genre de famille, qui décide de votre valeur, avant même que vous n'ayez l'âge de voter. Il y a 8 ans, j'étais assise à la table de la cuisine de mes parents, un dimanche soir. J'ai demandé un prêt à mon père, Hollis. 15 000 $. Assez pour payer une assurance responsabilité civile, louer le garage pour une année entière, et verser un acompte sur un deuxième camion. J'avais un plan d'affaires, imprimé sur 6 pages. J'avais 3 contrats signés, pour des rénovations résidentielles. J'avais un certificat professionnel en entreprise générale, que j'avais obtenu à 24 ans, après 2 ans de cours du soir, tout en travaillant dans la démolition le jour. Je n'avais pas de diplôme universitaire. Adrienne, elle, avait une licence en administration des affaires, obtenue dans une université d'État. Moi, je n'avais qu'une équivalence de baccalauréat, et une boîte à outils. Mon père avait une opinion très arrêtée, sur ce qui avait le plus d'importance. Il y avait 6 personnes autour de cette table. Moi, Hollis, ma mère Beverly, Adrienne, son mari Neil, et Gloria. Cette dernière était une amie de mes parents depuis 30 ans, et elle était assise à l'autre bout de la table, avec un verre de vin et une assiette à laquelle elle avait à peine touché. Gloria a 64 ans aujourd'hui. Ce soir-là, elle en avait 56, et elle n'a rien dit. Elle est restée assise, et a écouté. Pendant ce temps, mon père me regardait comme si j'étais un tuyau qui fuyait sous l'évier. Un problème qui était évident, et qu'il avait déjà décidé de ne pas réparer. Un garage. Tu lances une entreprise dans un garage. Tu n'as même pas su garder un job d'été pendant 3 mois, quand tu avais 16 ans. Et maintenant, tu vas diriger une entreprise de construction? Ta sœur a un diplôme. Elle a des investisseurs qui s'intéressent à son terrain. Toi. Tu as un camion que tu as du mal à payer, et un bâtiment qui est inondé à chaque fois qu'il pleut. Tu feras faillite dans 6 mois. Et quand ça arrivera, ne viens pas me demander de te renflouer,
parce que je ne jette pas l'argent par les fenêtres. 6 personnes ont entendu cela. Gloria a posé son verre de vin si lentement, qu'il n'a fait aucun bruit. Adrienne a fixé son assiette. Neil s'est agité sur sa chaise, et a posé sa serviette sur la table, comme s'il envisageait de partir. Beverly, ma mère, qui avait été secrétaire d'école pendant 22 ans, et qui savait exactement comment rendre une pièce sur hostile, selon la fille qui s'y trouvait, a croisé les mains devant elle. Puis, elle a ajouté son grain de sel. Adrienne a été acceptée dans un vrai programme. Elle a un plan d'affaires. Des gens l'appellent. Toi, tu as acheté une boîte à outils, et loué un espace derrière un magasin de pneus. Tu veux que je sois fier de ça? Je serai fier quand tu auras un vrai travail, avec des avantages sociaux. Et un compte retraite. Un garage n'est pas une entreprise, Marin. C'est une phase. Je suis resté assise là, les deux mains à plat sur la table, pendant quelques secondes. Ensuite, j'ai pris mon assiette, je l'ai portée jusqu'à l'évier, je l'ai rincée, je l'ai essuyée, et je l'ai rangée dans le placard. Puis, j'ai franchi la porte d'entrée, sans jeter un regard à personne. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au garage, et j'ai passé la raclette sur le sol, car il avait plu pendant la nuit. Ensuite, j'ai commencé à construire l'ossature d'une salle de bain, pour mon premier contrat rémunéré, d'une valeur de 1200 $. J'ai rédigé la facture à la main, sur un morceau de papier, et je l'ai envoyé par la poste, avec un timbre. C'était ça, mon entreprise. Ce que j'ignorais à l'époque, ce que je n'allais pas découvrir avant 8 ans, c'est ce qui s'était passé ce même mois. Au moment même où mon père refusait de me prêter 15 000 $, sous prétexte qu'il ne jetait pas l'argent par les fenêtres, il donnait 120 000 $ à Adrienne. Cet argent, c'était mon héritage. Il venait de ma grand-mère, décédée l'année précédente, qui avait laissé 240 000 $, à partager à parts égales entre ses deux petites filles. Hollis était l'exécuteur testamentaire. Il était censé distribuer les fonds, conformément au testament. Au lieu de cela, il m'a affirmé que les frais médicaux de grand-mère avaient tout englouti. Il a dit qu'il ne restait rien. Je l'ai cru pendant 8 ans. Car c'était mon père, et je n'avais aucune raison de penser qu'il mentirait, sur les dernières volontés d'une femme décédée. La première année, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 48 000 $. J'ai tiré des câbles électriques, posé des cloisons sèches, coulé de petites dalles de béton, et effectué toutes les rénovations de salles de bain et de cuisine, que je pouvais décrocher dans un rayon de 40 miles. Je répondais moi-même au téléphone, je rédigeais mes devis sur des bloc-notes jaunes, et je balayais mon propre sol à la fin de chaque journée. Je rentrais chez moi au volant du camion, imprégné de l'odeur du mastic et de la sciure de bois. L'assurance coûtait 400 $ par mois, en plus du loyer. Le deuxième camion que j'ai acheté, était un Ford vieux de 10 ans. Il affichait 92 000 miles au compteur, et son haillon ne fermait pas correctement. Je l'ai attaché avec une sangle à cliquet, et je l'ai utilisé ainsi pendant 2 ans, avant d'avoir les moyens de remplacer le loquet. La deuxième année, Tariq s'est présenté. Il est venu à un entretien avec des chaussures de sécurité, une chemise propre, et m'a affirmé qu'il pouvait monter l'ossature d'un mur plus vite que n'importe qui. Il avait raison. Il a encadré le premier mur de notre première rénovation de plusieurs pièces, en 40 minutes, sans s'arrêter une seule fois pour vérifier son téléphone. Il n'a pas demandé combien le travail payait, avant son deuxième jour. Quand je le lui ai dit, il a hoché la tête, et a déclaré, « J'ai gagné moins que ça, pour de pires patrons. » Il est à mes côtés depuis 7 ans. Il gère tous mes chantiers maintenant, chacun d'entre eux. Et il est la seule personne, à part moi, qui se souvient de l'odeur de ce garage en décembre. Quand le froid traversait les murs, et que le café gelait, si on le laissait trop longtemps sur l'établi. À la 3e année, nous avions 15 employés, et un vrai bureau derrière le garage. Un mobil-home double, que j'avais acheté d'occasion sur un chantier de démolition, et posé sur des parpaings. À la 5e année, nous comptions 40 employés, 2 bureaux, et des contrats dans 2 comtés différents. Le premier projet dépassant le $1 million, était une zone commerciale dans les quartiers de la ville. Et lorsque j'ai signé ce contrat, ma main a tremblé pendant 3 secondes. Puis, elle s'est arrêtée. À la 7e année, il y avait plus de 100 personnes, des projets dans 3 comtés, et une réputation telle, que les entrepreneurs généraux m'appelaient, et non l'inverse. Je n'ai pas besoin de vous détailler chaque année, car mon ascension n'est pas le sujet principal. Le vrai sujet,
c'est que chaque année où je faisais croître mon entreprise, mes parents parlaient du projet immobilier d'Adrienne, comme s'il s'agissait de l'entreprise familiale. Et ils parlaient de ma société, comme d'un passe-temps du week-end, dont je n'avais pas encore réussi à me détacher. Ils parlaient à leurs amis du projet d'Adrienne, et du terrain d'Adrienne. Ils n'ont jamais mentionné une seule fois, le nom de mon entreprise à qui que ce soit. Quand on demandait à Beverly ce que faisaient ses filles, elle répondait, Adrienne est dans la promotion immobilière. Marin fait des travaux de construction. Comme si je posais des étagères pour gagner ma vie. Comme si une centaine de personnes ne dépendaient pas de moi pour recevoir leur chèque de paie toutes les 2 semaines. Pendant ce temps, le terrain d'Adrienne restait vide. Elle l'avait acheté il y a 8 ans, pour 380 000 $. Le plan prévoyait la construction de 30 maisons de ville. Elle avait embauché un entrepreneur. Le permis est resté bloqué au niveau du comté. L'entrepreneur s'est retiré au bout de 6 mois, suite à un désaccord sur l'étendue des travaux. Le terrain est resté à l'abandon. Première année, deuxième année, troisième année. L'herbe a recouvert les lignes de nivellement. Les clôtures temporaires ont rouillé. Le panneau, à vendre, qu'elle avait planté la deuxième année, s'est effacé, jusqu'à devenir illisible depuis la route. Personne ne mentionnait rien de tout cela, lors des repas de Thanksgiving. Le terrain était toujours en cours de développement. Le projet allait toujours de l'avant. Les permis étaient toujours sur le point d'être approuvés. Chaque année à Thanksgiving, ma mère m'appelait et disait, cela compterait beaucoup pour ton père. Alors, j'y allais. Je m'asseyais à table, et je les écoutais décrire les grands projets d'Adrienne, pour ce terrain vague à 380 000 $, acheté 8 ans plus tôt. Je mangeais, je hochais la tête au bon moment. Puis, je rentrais chez moi. J'ai fait ça 6 fois. J'aurais dû arrêter après la première fois. Je le sais, maintenant. Je le savais à l'époque, aussi. Mais je continuais d'y aller. Car, quelque part en moi, il y avait toujours cette fille de 12 ans, qui voulait que son père lui lance la balle. 2 semaines avant l'appel d'Adrienne, j'emballais les affaires de l'ancien garage, pour déménager l'entreprise dans son nouveau siège social. Un véritable immeuble de bureau, avec une cour, un quai de chargement, et une salle de conférence qui n'était jamais inondée. Dans une boîte, derrière le meuble classeur, j'ai trouvé une balle de baseball. Le cuir était usé, et les coutures rouges étaient distendues d'un côté, là où l'enveloppe se détachait du noyau. Mon père et moi, nous avions l'habitude de jouer à la balle chaque dimanche, dans le jardin, jusqu'à mes 12 ans. Il a arrêté le jeu, l'été où Adrienne est entrée au lycée, et où tout l'équilibre de la maison a basculé en sa faveur. Il n'a jamais dit pourquoi il arrêtait. Il a simplement cessé de sortir. Et après avoir passé 3 ou 4 dimanches, à attendre dans le jardin avec une balle à la main, j'ai fini par arrêter d'attendre. J'ai tenu la balle pendant quelques secondes, la faisant tourner, sentant les coutures sous mes doigts. Ensuite, je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau, et j'ai continué à faire les cartons. L'annonce du contrat est tombée un mardi. 900 millions de $, pour des logements abordables en plusieurs phases. 14 parcelles dans le sud du comté, avec un calendrier de construction sur 5 ans. Marin Vos Construction, désigné comme entrepreneur général principal. Le journal économique a publié l'article 2 jours plus tard, avec le nom de mon entreprise en gros titre. Je l'ai lu à mon bureau, la porte fermée. Puis, je me suis remise au travail, car il y avait des permis à obtenir, et 140 personnes qui attendaient le planning du trimestre suivant. 3 jours après la parution de l'article, Adrienne a appelé. J'étais dans l'ancien garage, en train de terminer le dernier carton. La balle de baseball se trouvait dans le tiroir du bureau. J'ai décroché le téléphone. Viens à la maison jeudi à 20 h. Apporte le contrat. Sa voix avait le ton d'une personne qui a déjà décidé ce que vous alliez faire, et qui se contente de vous informer de l'heure. J'ai pris la balle dans ma main gauche, tout en l'écoutant. Je l'ai serrée une fois. Je serai là à 20 h, ai-je répondu. Je n'ai pas dit que j'apporterais le contrat. Elle ne l'a pas remarqué. Si vous avez déjà construit quelque chose de vos propres mains, pendant que ceux qui étaient censés croire en vous prédisaient votre échec. Si vous les avez ensuite regardés vous appeler au moment du succès, uniquement parce qu'ils avaient besoin d'une part de ce succès dont ils s'étaient moqués. Alors, vous connaissez déjà cette histoire. Bienvenue à nouveau dans Susurro de Reddit. Abonnez-vous si c'est votre première fois, et restez pour écouter la suite.
Ce que j'ai apporté à ce dîner n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. 4 jours avant le dîner, Gloria a appelé. Je n'avais pas parlé à Gloria depuis 6 ans. C'était l'amie de mes parents, pas la mienne. Et la dernière fois que je l'avais vue, c'était lors d'un Thanksgiving. Elle était assise à côté de Beverly, silencieuse, pendant que Hollis me demandait quand j'allais enfin trouver un vrai travail. Son numéro s'est affiché sur mon écran, un lundi après-midi. J'ai vu les nouvelles concernant le contrat, a dit Gloria. Sa voix était calme, prudente. Je veux te dire quelque chose, que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je suis désolé d'avoir tant attendu. Qu'est-ce que c'est? J'étais présente lors de la lecture du testament de ta grand-mère, il y a 9 ans. J'étais un témoin. La succession s'élevait à 240 000 $, Marin. La moitié pour toi. L'autre moitié pour Adrienne. Ton père était l'exécuteur testamentaire. Il était censé te donner 120 000 $. Il t'a dit qu'il n'y avait rien. Je n'ai rien répondu, pendant un long moment. Je pouvais entendre Gloria respirer, à l'autre bout du fil. J'étais assise juste là, a-t-elle continué. J'ai entendu l'avocat lire les montants. 120 000 pour Marin Voss. 120 000 pour Adrienne Voss-Arlot. Ton père a signé les formulaires. J'aurais dû t'appeler cette semaine-là. Je ne l'ai pas fait, parce qu'il était mon ami, et je pensais que ce n'était pas à moi de m'en mêler. J'avais tort. J'ai remercié Gloria, et j'ai raccroché. Ma hanche tremblait. Non pas de colère, mais de cette incrédulité si particulière. Celle qui vous saisit, lorsque quelque chose que vous avez accepté comme vrai pendant 8 ans, s'avère être un mensonge. Un mensonge qui reposait dans un bâtiment public, pendant tout ce temps, attendant simplement que vous entriez pour poser la question. J'ai ouvert le site web du greffier du comté, sur mon ordinateur portable, et j'ai cherché les dossiers d'homologation. Des documents publics, accessibles à toute personne possédant un nom et un numéro de dossier. Dernière volonté et testament, déposé il y a 9 ans. Valeur de la succession, 240 000 $. Bénéficiaire 1, Marin Voss, 120 000 $. Bénéficiaire 2, Adrienne Voss-Arlot, 120 000 $. Exécuteur, Hollis Voss. Statut de la distribution, terminé. Terminé. C'était le mot inscrit sur le formulaire. Comme si nous avions toutes les deux reçu notre dû. Comme si le processus avait fonctionné, selon les volontés de ma grand-mère. Je n'avais rien reçu. 0. Le testament était public. Le mensonge, lui, était privé. Et la différence entre ces deux choses, représentait 8 années passées à bâtir une entreprise depuis un garage, pendant que les personnes qui m'avaient volé, racontaient à leurs amis que je traversais une phase. Je suis resté assise dans mon bureau, pendant 11 minutes, sans bouger. La balle de baseball était dans le tiroir du bureau, à 6 pouces de ma main droite. J'ai failli appeler Hollis sur le champ. Son numéro était sur mon écran, et mon pouce planait au-dessus du bouton vert. Mais j'ai regardé la balle posée dans le tiroir. J'ai pensé à tous ces dimanches, jusqu'à mes 12 ans. Au garage inondé. Au camion qui passait tout juste. Et à cette facture de 1 200 $, que j'avais envoyée avec un timbre. Et j'ai reposé le téléphone. J'ai appelé un avocat, à la place. Tariq a frappé à ma porte, 20 minutes plus tard. Il a vu mon visage, et n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est assis en face de moi, et a attendu. Au bout d'1 minute, il a déclaré, le premier jour, tu as mesuré ce garage avec un mètre ruban. Tu m'as dit qu'il faisait 14 pieds de long. Peu importe ce que c'est cette fois, tu vas le mesurer, et tu vas t'en occuper. Ensuite, il s'est levé, et est retourné travailler. C'était tout Tariq. Cette année de simple présence, mais toujours au bon moment. L'avocate a tout confirmé en l'espace d'une journée. En tant qu'exécuteur testamentaire, Hollis avait l'obligation fiduciaire de distribuer la succession, conformément au testament. Il a failli à ce devoir. J'avais qualité pour demander au tribunal des successions de rouvrir le dossier, et d'exiger ma part, majorée des intérêts légaux. Elle m'a expliqué les étapes à suivre. D'abord une lettre de mise en demeure, puis une requête officielle, s'il refusait de payer. Le taux d'intérêt légal dans notre État ajouterait environ 4% par an, composé sur 120 000 $, sur une période de 8 ans. Ce n'était pas une petite somme.
Elle a rédigé la mise en demeure avant mercredi. 2 jours avant le dîner, j'ai rejoint Gloria pour prendre un café, dans un dîner près de l'autoroute. Elle était déjà installée sur une banquette près de la fenêtre à mon arrivée, remuant son café sans le boire. Son sac à main était posé sur le siège à côté d'elle, comme si elle avait envisagé de partir avant que j'arrive. « Il y a autre chose ?» a-t-elle dit, avant même que je ne m'assoie. « Dis-moi. » « Ton père a pris une deuxième hypothèque sur la maison, il y a 2 ans. 34 000 $. Il les a donnés à Adrienne, pour son projet de terrain. Une sorte de fonds d'urgence, pour payer des permis ou des impôts. Je ne me souviens plus exactement. Comment sais-tu cela? Beverly me l'a confié, lors d'un déjeuner. Elle était bouleversée. Hollis ne l'avait pas consulté. Il s'était contenté de signer les papiers, et de l'informer après coup. Elle a pleuré à table. Puis, elle m'a demandé de ne le dire à personne. Et j'ai gardé le silence, jusqu'à aujourd'hui. Gloria était également au courant pour les impôts fonciers. Adrienne ne les avait pas payés depuis 2 ans. Le comté avait déposé un privilège, un lien fiscal, sur le terrain vague, d'un montant de 12 400 $. 2 années, à 6 200 $ par an. Les mathématiques étaient simples, mais la situation ne l'était pas, donc, le terrain vaut moins que ce qu'elle a payé, ai-je résumé. Les impôts ne sont pas payés. La maison de mes parents sert de garantie pour la deuxième hypothèque. Et Adrienne m'a appelé pour venir dîner, et apporter le contrat. Gloria a hoché la tête. Ils ont besoin que tu les sauves, Marin. Ils ont besoin de toi depuis longtemps, ils ne voulaient simplement pas l'admettre. Tout le tableau s'est éclairci, au-dessus de cette tasse de café. Adrienne a acheté le terrain pour 380 000 $. L'argent provenait de 3 sources, l'héritage complet de 240 000 $, incluant ma part volée, les 34 000 $ de la deuxième hypothèque de nos parents, et le reste, issu des propres économies d'Adrienne et d'un petit prêt personnel. Ce développement devait aboutir à 30 maisons de ville, mais il n'a rien produit du tout. Les permis ont bloqué. L'entrepreneur est parti. Le terrain est resté vide pendant 3 ans, tandis que les impôts s'accumulaient. Le privilège fiscal est tombé il y a 6 mois, bloquant toute possibilité de vente. Puis, mon entreprise a remporté le plus gros contrat de l'histoire du comté. Et soudain, le terrain sans valeur d'Adrienne, situé à 3 miles du site du projet, pouvait redevenir précieux. À condition qu'une entreprise appropriée accepte d'y toucher. Viens à la maison à 20 h. Apporte le contrat, n'était rien d'autre qu'une opération de sauvetage, déguisée en repas de famille. Adrienne voulait associer mon entreprise à son terrain, afin de pouvoir refinancer son prêt, effacer sa dette fiscale, et protéger la maison de nos parents. Ce dîner entier était une réunion d'affaires qui avançait masquée. Toutes les personnes assises à cette table, allaient me demander de sauver l'investissement qu'elles avaient fait, avec l'argent qu'elles m'avaient volé. L'ironie de la situation était si parfaite, qu'elle se passait presque de confrontation. Presque. J'ai failli ne pas envoyer la lettre. J'ai failli arriver les mains dans les poches, et tout balancer en face. C'est ainsi que je gère les problèmes sur un chantier, directement, sans avertissement, sans laisser à quiconque le temps de préparer sa réponse. Mais Tariq a dit quelque chose ce matin-là, qui m'a arrêté. Nous étions debout dans la cour, devant le nouveau bureau, à regarder le mobilomètre chargé sur un camion à plateau. Je lui ai expliqué ce que j'avais l'intention de faire. Il m'a écouté comme il le fait toujours, les bras croisés, le poing en appui sur la jambe arrière. Puis, il a déclaré, ne leur laisse pas le premier coup. Tu leur laisses le premier coup depuis 34 ans. Il avait raison. J'ai fait envoyer la lettre recommandée à la maison, le mercredi matin. Elle est arrivée jeudi, à 10 h. L'enveloppe portait la mention, courrier recommandé avec accusé de réception. À l'intérieur, une chronologie détaillée, commençant 9 ans plus tôt avec le testament, les documents de la succession homologués, la mise en demeure de mon avocate pour les 120 000 $, plus les intérêts légaux, et une phrase de conclusion que j'avais écrite moi-même, et non l'avocate. Je ne développerai pas le terrain d'Adrienne. Je ne paierai pas la deuxième hypothèque. Le contrat est à moi. Il n'appartient pas à la famille. Adrienne m'a envoyé un texto à 14 h. C'est quoi cette lettre? Pas de réponse. À 15h15. Maman pleure. Papa refuse de sortir du garage. Pas de réponse. À 16 h.
Tu as envoyé une lettre d'avocat à la maison de papa et maman. Tu es sérieuse? Pas de réponse. À 18 heures. Tu viens toujours à 20 heures? Un seul mot, oui. Je pouvais imaginer la scène dans la maison. Beverly assise à la table de la cuisine, avec la lettre et une tasse de thé refroidi. Hollis dans le garage, assis sur le tabouret qu'il garde près de l'établi, lisant la mise en demeure pour la 3e fois, et cherchant une issue qui n'impliquerait pas le mot « pardon ». Adrienne faisant les 100 pas. Neil lisant la copie du testament, et comprenant soudain des choses, que personne ne lui avait dites auparavant. Ce soir-là, j'ai mis ma veste. J'ai pris la balle de baseball dans le tiroir du bureau, et je l'ai glissée dans la poche intérieure. Le cuir avait conservé la chaleur du tiroir. Les coutures pressaient contre ma paume, à travers la doublure. J'ai conduit jusqu'à la maison de Gloria, et je suis passé la prendre à 19h30. Nous sommes restés assises dans la voiture un instant, avant de démarrer. « Es-tu sûr de vouloir que je sois là ?» m'a demandé Gloria. « Tu étais là, la première fois qu'ils l'ont choisi à ma place. Je veux que tu sois là, pour la dernière fois. » Gloria a hoché la tête. Nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents en silence. La lumière du porche était allumée. 2 voitures étaient garées dans l'allée, le camion de Hollis, et la berline de Neil. Je me suis garé dans la rue. J'ai touché la balle de baseball, à travers le tissu de ma veste. J'ai senti les coutures distendues contre ma paume. Puis, je suis sorti de la voiture. Si vous êtes déjà entré dans une pièce où tout le monde connaît déjà la vérité, sans que personne ne veuille la prononcer à voix haute. Où l'enveloppe déchirée traîne sur le comptoir, et où l'air semble d'une lourdeur insoutenable. Alors vous savez à quoi ressemblait cette cuisine, à 20 h un jeudi soir. Si vous êtes toujours là, vous écoutez Susurro de Reddit. La partie qui suit est la raison pour laquelle je raconte cette histoire. L'enveloppe déchirée était sur le comptoir, près du grille-pain. Elle avait été arrachée à une extrémité, l'autocollant du courrier recommandé toujours attaché. Beverly se tenait près de la cuisinière, un torchon entre les mains. Elle ne cuisinait pas, elle ne faisait rien réchauffer. Elle gardait simplement le tissu appuyé contre son estomac, comme une compresse. Ses yeux étaient rouges, et elle n'avait pas remis de maquillage. Cela m'indiquait qu'elle avait pleuré toute la matinée, et avait cessé d'essayer de le cacher l'après-midi. Hollis était assis en bout de table, les 2 avant-bras posés à plat sur le bois. Sa mâchoire était tellement serrée, que je pouvais voir le muscle palpiter sur sa tempe. Il portait la même chemise en flanelle, qu'il mettait à chaque dîner de famille. Celle avec le poignet effiloché sur la manche gauche. Adrienne se trouvait en face d'une chaise vide. Ses bras étaient croisés fermement contre ses côtes, et son dos ne touchait pas le dossier. Neil était assis à côté d'elle. Silencieux. Les mains croisées sur la table devant lui. Il avait la posture d'un homme à qui l'on avait ordonné d'être là, et qui avait accepté, sans savoir pourquoi, jusqu'à l'arrivée de la lettre. Je suis entré. Gloria m'a suivi. Le regard d'Adrienne s'est posé sur Gloria, et l'expression de son visage a changé. Pourquoi est-elle ici? Elle était ici la première fois. J'ai sorti la copie imprimée du testament homologué de ma veste, et je l'ai posée face vers le haut, sur la table de la cuisine. Pas le contrat, le testament. Adrienne l'a fixé. Tu n'as pas apporté le contrat. J'en ai apporté un autre. L'atmosphère dans la pièce a basculé. Personne ne s'est levé ni assis, mais le poids s'est redistribué. Adrienne s'est penchée en avant. Elle a décroisé les bras, essayant de ramener la conversation vers son plan. Le site de ton projet se trouve à 3 miles de mon terrain. Si tu développes ne serait-ce que 10 acres, comme extension résidentielle, je pourrais refinancer le prêt et lever la saisie. Nous pourrions tous aller de l'avant. Cela pourrait être bénéfique pour tout le monde. Marin. C'est une bonne affaire. Non. Hollis s'est redressé sur sa chaise. Laisse-la finir, Marin. J'ai lu la lettre que je t'ai envoyée. Tu as lu la lettre que je t'ai envoyée. Nous avons dépassé le stade des propositions commerciales. Silence. Les mains de Beverly se sont resserrées autour du torchon. Gloria s'est assise sur la chaise près de la fenêtre. C'était exactement la même place qu'elle occupait 8 ans auparavant, lorsqu'Hollis m'avait prédit que je ferais faillite en 6 mois. Beverly a pris la parole en premier. Grand-mère aurait voulu que l'argent aille là où il était nécessaire, a-t-elle murmuré.
Sa voix était prudente, répétée, comme si elle s'était exercée à prononcer cette phrase, depuis 10 heures ce matin-là, en ouvrant la lettre. Adrienne avait un vrai projet. Elle avait des investisseurs. Elle avait un programme. Grand-mère voulait que l'argent soit partagé équitablement. C'est pour cela qu'elle l'a écrit dans le testament. Elle n'a pas écrit « Donnez-le à la fille qui en a le plus besoin ». Elle a écrit 2 noms et 2 montants. Tu étais l'exécuteur testamentaire. Papa. Tu as signé les papiers. Tu étais censé respecter ses volontés. Tu as choisi de ne pas le faire. La mâchoire de Hollis a bougé une fois, mais aucun son n'en est sorti. Je pouvais voir les muscles de son cou se tendre, comme il le faisait lorsqu'il hésitait entre crier, ou se murer dans le silence. Il a choisi le silence. Il choisissait toujours le silence, quand il était en train de perdre. Il y a 8 ans, je me suis assise à cette table, et je t'ai demandé 15 000 $. Tu m'as répondu que tu ne jetais pas l'argent par les fenêtres. Ce même mois, tu as pris les 120 000 $ qui m'appartenaient, que grand-mère m'avait légués par écrit, dans un document légal. Et tu les as donnés à Adrienne, pour l'achat de son terrain. Tu m'as raconté que les factures médicales de grand-mère avaient tout englouti. Tu m'as regardé dans les yeux, et tu as menti. Le torchon de Beverly était froissé en boule. Les mains de Hollis étaient pressées à plat contre la table, les doigts écartés, les veines saillant sur le dos de ses mains. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai passé la raclette sur le sol de mon garage, parce qu'il avait plu. Le lendemain matin, j'ai construit l'ossature d'une salle de bain. J'ai envoyé une facture de 1 200 $. Et toi, tu étais assis ici. Sachant très bien que tu avais donné mon héritage à Adrienne, sans rien me dire. J'ai fait une pause. Que croyais-tu qu'il allait se passer? Que je ne le découvrirais jamais? Que le bureau du comté fermerait ses portes? Que Gloria se tairait pour toujours? Gloria, assise près de la fenêtre, n'a pas scié. Elle a regardé Hollis, avec l'expression imperturbable d'une femme qui avait attendu 9 ans, pour se retrouver dans cette pièce, à cet instant précis. Tu as dit que mon entreprise était une phase. Tu as dit que je ferais faillite en 6 mois. Tu as dit qu'un garage n'était pas une entreprise. Tu as dit que tu ne jetais pas l'argent par les fenêtres. Je me suis tourné directement vers Adrienne. Tu as acheté un terrain de 380 000 $, avec mon héritage, la deuxième hypothèque de nos parents, et tes propres économies. Le terrain est vide depuis 3 ans. Il y a un privilège fiscal de 12 400 $ dessus. Tu ne peux pas le vendre? Car cette dette bloque le titre de propriété. Tu ne peux pas le développer, car le permis a été refusé et l'entrepreneur t'a lâché. Tu ne peux pas payer les impôts, parce que tu n'as pas d'argent. Et tu m'as fait venir à cette table, pour me demander de sauver ton investissement raté. Grâce à un contrat que j'ai décroché à la sueur de mon front, dans un garage inondé. Je me suis tourné de nouveau vers Hollis. C'est ça, le trou dans lequel tu as jeté l'argent, papa. Le mien. La pièce est restée figée. Neil a ramassé la copie du testament sur la table. Il l'a retournée. Il l'a lu ligne par ligne, suivant le texte du doigt. L'expression de son visage a changé, quelque part autour de la section des bénéficiaires. Il a regardé Adrienne. Elle a refusé de croiser son regard. Tu m'as appelé pour me dire, apporte le contrat, ai-je dit à Adrienne. Tu voulais que je lie mon entreprise à ton terrain, pour que tu puisses refinancer ton prêt, effacer ta dette, et sauver cette maison. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une présentation commerciale. Et la réponse est non. La bouche d'Adrienne s'est ouverte. Marin, cela ne te prendrait que 10 acres. 10, ce n'est rien sur un projet de cette envergure. Tu ne le sentirais même pas. J'ai senti chaque dollar des 120 000 que tu m'as pris. J'ai ressenti chaque dimanche, après que papa ait arrêté de jouer à la balle. J'ai ressenti chaque Thanksgiving, assise à cette table, à vous écouter parler de ton projet. Pendant que personne ne mentionnait le mien. Et tu veux que je ressente ces 10 acres? Je ne ressens plus rien, à cette table. La bouche de Hollis s'est ouverte, puis refermée. Ses yeux se sont posés sur Beverly. Beverly fixait la nappe. Le torchon était tordu entre ses 2 mains, comme un chiffon mouillé. Elle n'a pas levé la tête. La main droite de Hollis a quitté la table, et a agrippé son propre genou. Sa chaise a grincé,
lorsqu'il a basculé son poids vers l'arrière. Le souffle d'Adrienne s'est échappé par son nez. Une seule expiration saccadée, assez forte pour être entendue à l'autre bout de la pièce. Ses yeux se sont tournés vers Neil, mais Neil continuait de lire. Je ne développerai pas le terrain d'Adrienne. Je ne paierai pas la deuxième hypothèque. Je ne couvrirai pas le privilège fiscal. Mon avocate a déposé une requête hier, pour rouvrir la succession de grand-mère, et réclamer les 120 000 $ qui me sont dus. Plus les intérêts légaux. C'est le seul contrat qu'il y a entre nous désormais. Hollis a reculé sa chaise de la table. Il a posé sa main à plat sur sa poitrine, pressant le tissu de sa chemise contre son sternum. Tu veux me tuer? C'est de ça qu'il s'agit? Tu veux que je tombe raide mort, juste ici, à cette table? Je l'ai observé longuement. Sa main était sur sa poitrine. Ses yeux étaient humides. Sa voix avait le tremblement d'un homme habitué à ce que la pièce se plie à sa volonté, et qui venait de sentir le contrôle lui échapper. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, et j'en ai sorti la balle de baseball. Le cuir usé, les coutures rouges distendues d'un côté, là où l'enveloppe commençait à se détacher. Cette balle qu'il me lançait chaque dimanche jusqu'à mes 12 ans. Jusqu'à ce qu'Adrienne entre au lycée, et qu'il arrête de sortir, arrête de me demander si je voulais jouer, arrête de remarquer que je l'attendais dans le jardin. J'ai posé la balle de baseball sur la table, entre nous. Cette même table où il m'avait dit que je ferais faillite. Cette même table où Beverly avait qualifié mon entreprise de phase. La balle reposait là, légèrement déformée, les coutures s'effilochant. Tu as dit que je ferais faillite en 6 mois. Tu as donné mes 120 000 $ à celle qui a vraiment fait faillite. Elle a échoué. Pas moi. Voilà le contrat. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers la porte. Gloria s'est levée, et m'a suivi. J'ai failli reprendre la balle. Ma main était sur la poignée de porte. J'ai regardé par-dessus mon épaule, et je l'ai vu poser sur la table, entre l'enveloppe déchirée, le testament imprimé, et le torchon tordu de Beverly. Les coutures étaient en train de lâcher. J'ai repensé à tous ces dimanches, jusqu'à mes 12 ans. Et à tous les dimanches d'après, où il a cessé de venir. Je l'ai laissé là. Il pouvait la garder. Je n'en avais plus besoin. Personne ne m'a retenu. La porte s'est refermée derrière nous. La lumière du porche était toujours allumée. Gloria et moi sommes montés dans la voiture, et avons démarré. 3 semaines après ce dîner, le comté a envoyé à Adrienne un dernier avis de recouvrement pour la dette fiscale. 12 400 $, sans quoi une procédure de vente forcée commencerait dans les 90 jours. L'avis est arrivé un mardi, dans une enveloppe brune estampillée du sceau du comté. Adrienne était assise à sa propre table de cuisine, pas à celle de ses parents. L'avis était étalé devant elle, avec une calculatrice posée à côté. Elle a refait les calculs à 3 reprises. La valeur imposable du terrain avait chuté à 290 000 $, soit 90 000 de moins que ce qu'elle avait payé 8 ans plus tôt. Elle devait 12 400 $ d'arriérés d'impôts, 34 000 $ sur le prêt co-signé par ses parents, ainsi que la demande de mon avocate, réclamant 120 000 $ plus les intérêts. Le total des obligations pesant sur le terrain dépassait de loin sa valeur réelle. Elle ne pouvait pas le vendre à un prix suffisant pour éponger ses dettes. Elle ne pouvait pas le développer, sans les permis ni les capitaux qu'elle n'avait pas. Elle a fermé l'application calculatrice. L'écran est devenu noir, et elle est restée là à le fixer. De la même manière que l'on fixe une horloge arrêtée, et pour laquelle on n'a pas de pile de rechange. La semaine suivante, Gloria a raconté la vérité à 2 amies communes. Des femmes qui connaissaient la famille depuis 3 décennies. Des femmes qui avaient assisté aux fêtes de Noël, et aux barbecues estivaux chez Beverly, et qui avaient toujours entendu parler du projet de développement d'Adrienne avec une grande fierté, et de l'entreprise de Marin avec un simple haussement d'épaule. Gloria n'en a pas fait un drame. Elle s'est assise dans un café, et a expliqué que Marin était censé recevoir 120 000 $, de la succession de sa grand-mère. Que Hollis avait tout donné à Adrienne, et affirmé à Marin qu'il ne restait rien. L'une des femmes a appelé Beverly ce week-end-là, pour lui demander si c'était vrai. Beverly a répondu, c'est plus compliqué que ça, puis a raccroché, avant que la femme ne puisse poser la moindre question supplémentaire. La semaine suivante, le groupe du déjeuner mensuel a envoyé un message de groupe, pour planifier sa prochaine rencontre. Le nom de Beverly n'y figurait pas. Personne ne l'a appelé pour expliquer pourquoi.
Personne ne lui a envoyé de message privé. Le texto a simplement circulé, sans elle. Et Beverly est restée assise dans sa cuisine ce matin-là, lisant un fil de discussion dont elle ne faisait plus partie. Tenant son téléphone à deux mains. Neil a interrogé Adrienne sur l'héritage, 2 jours après le dîner. Il avait lu le testament à table, et était resté silencieux le reste de la soirée. Pas un mot. Ni pendant le coup de grâce, ni lors de la phrase qui tuait, ni lorsqu'Hollis s'était agrippé la poitrine. Il était rentré chez lui avec Adrienne, dans un silence complet. De retour à la maison, assis au bord de leur lit, pendant qu'Adrienne se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, en train de se brosser les dents, il a demandé « Savais-tu que ton père avait pris la part de Marin, quand il t'a donné cet argent ?» Adrienne a craché dans le lavabo. « Je ne veux pas en parler. » C'est 120 000 $, Adrienne. Elle était censée les recevoir de sa grand-mère. J'ai dit que je ne voulais pas en parler. Il a posé la question à nouveau, le lendemain matin, au petit déjeuner. Elle lui a donné la même réponse, cette fois-ci sans lever les yeux de son café. Après cela, il a cessé de demander. Mais il a commencé à dormir sur le canapé du salon, 3 nuits par semaine. Quand Adrienne lui a demandé pourquoi, il a répondu un seul mot, « Je réfléchis ». Il n'a pas développé. Elle n'a pas insisté. Le canapé est devenu sa place réservée, les lundis, mercredis et vendredis, et ils ont tous les deux fait semblant de croire que c'était à cause de son dos. Le trajet matinal d'Adrienne empruntait l'autoroute 7 chaque jour. Elle déposait Neil au service des eaux du comté où il travaillait, puis continuait jusqu'à son propre bureau. Un poste dans une société de gestion immobilière, qui lui rapportait 41 000 $ par an. Un salaire qui couvrait les factures, mais pas les dettes, et certainement pas les 12 400 $ d'arriérés d'impôts, que le comté réclamait d'ici septembre. 3 semaines après le dîner, un immense panneau d'affichage a été installé à l'entrée du site du projet. Marin Voss Construction, entrepreneur général principal. Des lettres blanches sur un fond d'acier bleu foncé. Un panneau de 60 pieds de haut, visible à 400 mètres sur l'autoroute, bien avant la bretelle de sortie, avant même que l'on ne puisse décider de détourner le regard. Adrienne l'a aperçu le premier matin, et n'a rien dit. Neil, sur le siège passager, n'a rien dit non plus. Mais ses yeux sont restés rivés sur l'enseigne pendant 5 longues secondes, alors qu'il passait devant. Elle a repris l'autoroute 7 le deuxième matin, en gardant les 2 mains sur le volant, et les yeux fixés droit devant elle. Le troisième matin, elle a préféré prendre la déviation. 12 minutes supplémentaires, à l'aller comme au retour. 24 minutes de conduite par jour, qu'elle ne faisait pas auparavant, ajoutées à son trajet, tout cela parce qu'elle ne supportait pas de voir le nom de sa sœur, écrit en lettres blanches sur un panneau de la taille d'un immeuble. Le 4e matin, elle a de nouveau emprunté la déviation, sans le mentionner. Elle a définitivement arrêté de prendre l'autoroute 7. Après cela, Neil a remarqué, mais il n'a posé aucune question. 6 semaines après le dîner, j'étais assise à mon bureau, dans les nouveaux locaux du site du projet. Un bâtiment modulaire temporaire, avec des murs blancs, une moquette industrielle, et une fenêtre orientée vers l'est, donnant sur la première phase des travaux. Mon bureau abritait 2 objets, en plus des dossiers du projet. Le premier, la copie encadrée de la toute première facture que j'avais envoyée. 1 200 $, écrit à la main sur une feuille de papier, pour une rénovation de salle de bain, il y a 8 ans. Tariq l'a encadré, à Noël dernier. Il l'a apporté un lundi matin, l'a posé sur mon bureau sans un mot, et est ressorti. Je ne lui avais jamais demandé de le faire. Il savait, tout simplement. Le deuxième objet, était le registre des effectifs du projet. 140 noms, imprimés sur 3 pages, épinglés sur le tableau en liège derrière mon fauteuil. Chaque nom représentait une personne que j'avais embauchée. Chaque salaire provenait d'une entreprise née dans un garage de 11 pieds de large, inondé une fois par mois. La balle de baseball n'était pas dans ce bureau. Elle était sur la table de la cuisine de Hollis, ou dans un tiroir, ou peut-être avait-elle été jetée. Peu importe où elle avait atterri, elle ne m'appartenait plus. Par la fenêtre, on voyait les premiers coffrages de fondation être posés. Les camions toupies faisaient la queue sur la voie d'accès. Leur moteur tournait au ralenti, et les gaz d'échappement s'élevaient dans l'air matinal. Tariq était dehors, avec un casque de chantier, en train de parler à un grutier. Il montrait quelque chose sur le plan du site, ses bottes incrustées de boue jusqu'à la cheville. L'air sentait le béton frais, le diesel,
la terre retournée, et le bois neuf. C'était le bruit du travail. C'était le son de 140 personnes, réalisant ce que j'avais commencé seul, dans un local de la taille d'une place de parking. Pendant ce temps, Adrienne était assise à sa propre table de cuisine, avec un avis d'imposition, une calculatrice, et un lopin de terre qui ne produisait rien d'autre que des mauvaises herbes et des dettes. Dans une autre maison, Hollis siégeait en bout de table. Là où une balle de baseball reposait intacte, où une enveloppe déchirée traînait sur le comptoir, et où la chaise de Beverly, au déjeuner mensuel, restait vide pour la deuxième fois consécutive. Mon téléphone affichait un appel en absence de Beverly. Il datait de 2 semaines, sans aucun message vocal. Elle avait appelé, laissé sonner, puis avait raccroché avant que l'enregistrement ne démarre. C'est ainsi qu'elle a toujours géré les choses, qu'elle ne voulait pas dire à voix haute. J'ai regardé la notification un instant. Puis, je l'ai effacée, et j'ai ouvert le planning du projet. La première phase était dans les temps. La première coulée de béton aurait lieu le lendemain. Les géomètres avaient terminé de piqueter la deuxième parcelle. 140 noms figuraient sur le registre, et aucun d'entre eux ne m'avait jamais dit que je ferais faillite en 6 mois. Il y a 8 ans, mon père m'a prédit que j'allais échouer. Ma mère a qualifié mon entreprise de phase passagère. Ils ont pris mon héritage, et l'ont donné à la fille en laquelle ils croyaient. Et aujourd'hui, l'investissement de cette fille se trouve sous le coup d'une saisie fiscale, sur un terrain qui ne fait pousser que des mauvaises herbes, des intérêts et des regrets. La fille qu'ils avaient rejetée, coule actuellement les fondations d'un projet de 900 millions de dollars. Elle travaille dans un bureau qui n'est pas inondé, avec une équipe qui répond présent chaque matin, et une facture encadrée sur son bureau qui prouve d'où tout est parti. 1200 $. Écrit à la main, envoyé avec un timbre. Par la fenêtre, le chantier était bruyant. Les camions reculaient, les pompes à béton bourdonnaient, quelqu'un criait des instructions à travers le terrain. La voix de Tariq s'élevait, stable et assurée, dominant le bruit des moteurs. C'était le son de 140 personnes, construisant quelque chose conçu pour durer. C'était le contraire absolu d'une simple phase. C'était le son de la pérennité. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous savez pourquoi j'ai raconté cette histoire. Ce n'était pas pour chercher à me venger. C'est parce que quelque part, en ce moment même, quelqu'un est en train de mesurer un garage avec un mètre ruban, et ses parents appellent ça une passade. Si c'est votre cas, continuez à mesurer. Les fondations sont la partie que personne ne voit, et c'est pourtant celle qui soutient tout le reste. Merci d'avoir regardé Sussurro de Reddit. Abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.